Bonjour à toutes et tous. Merci pour votre patience. En fait, on a eu un petit souci technique. Donc ça y est, le souci est résolu. Donc bienvenue à cette table ronde. D'abord, je voudrais remercier les organisateurs pour l'événement et puis également pour cette session sur la nature et la biodiversité cet après-midi. Alors, biodiversité et entreprise, pourquoi et comment s'engager ? Alors le sujet est vaste. On va profiter en fait de cette table ronde pour vous présenter brièvement des dispositifs d'ores et déjà mobilisables en Nouvelle-Aquitaine pour les entreprises de Nouvelle-Aquitaine. On va également profiter de ce temps pour entendre des entreprises qui vont apporter un témoignage inspirant d'entreprises qui ont utilisé certains de ces dispositifs et qui vont nous expliquer comment elles ont sauté le pas en fait en faveur de la biodiversité. Et puis enfin, nous annoncerons une réflexion qui est en cours et qui vise à construire un projet partenarial au niveau régional d'accompagnement des entreprises. Alors cette table ronde a été préparée par Soltena et l'ARB. Alors Soltena, c'est le réseau des solutions pour la transition écologique Nouvelle-Aquitaine. Soltena accompagne le développement des entreprises régionales offreuses de solutions, favorise les démarches de performance environnementale et participe à la mise en œuvre de stratégies régionales en faveur de la transition écologique. L'Agence régionale de la biodiversité, comme son nom l'indique, est un organisme qui travaille plus spécifiquement sur la question de la biodiversité. Nous poursuivons plusieurs missions. Une mission de valorisation des connaissances sur la biodiversité et sur l'eau, une mission d'animation des réseaux d'acteurs, et puis d'accompagnement des politiques publiques, que ce soit en amont, au stade de l'élaboration des politiques publiques, ou en aval, au stade de la mise en œuvre. Alors, le dernier exemple d'accompagnement en amont, c'est l'élaboration de la stratégie régionale pour la biodiversité qui est en cours. Alors, sans plus tarder, je vais donner la parole à l'Office français de la biodiversité, Didier Labatte, et puis ensuite, nous entendrons Olivier Brousseau de la région Nouvelle-Aquitaine. Ensuite, nous écouterons deux témoignages inspirants, donc les vignerons de Buzet avec Karine Galante, et puis une autre entreprise, Forte Impression. Alors, par ailleurs, Ludovic Bertrand est désolé en fait de ne pas pouvoir être présent parmi nous. Il n'a pas pu, pour des raisons sanitaires, en fait, se joindre à nous aujourd'hui. La collègue, en fait, qui a contribué à la préparation de cet événement, donc qui est avec nous, Valérie Houmeau, de Soltena, au pied levé ce matin, a organisé une visioconférence avec Ludovic Bertrand. Donc, on pourra vous présenter une vidéo. Voilà, et puis ensuite, nous entendrons une intervention sur un programme biodiversité et économie en milieu marin. Et puis ensuite, il y aura une petite conclusion. Au fil de ces échanges, il y aura 2 temps réservés pour les questions-réponses. Donc, vous aurez toute possibilité là d'échanger avec les intervenants. Je donne la parole à Didier Labatte, donc de l'OFB. Merci Baptiste, bonjour à toutes et à tous. Donc, Didier Labatte, directeur régional adjoint de l'OFB en Nouvelle-Aquitaine. Je vais faire un tout petit recul historique pour comprendre pourquoi l'Office français de la biodiversité s'implique sur cette relation entre économie, biodiversité et surtout entre entreprises et biodiversité. Si on revient en 2015-2016, on a des lois de transfert de compétences qui sont assez importantes. Donc Olivier Brousseau du Conseil régional pourra en parler. Et puis on a la loi biodiversité de 2016 qui va à la fois créer l'Agence française pour la biodiversité et qui va, dans le débat qui a eu lieu entre parlementaires, je dirais mettre en surface un enjeu de préservation et de restauration de la biodiversité qui va devenir d'actualité. Et en particulier avec en 2019 le rapport de l'IPBES, qui est l'équivalent du GIEC et que vous connaissez, et qui met en lumière la crise écologique de la biodiversité que nous vivons. Et puis 2021, le congrès mondial de l'IUCN, qui va encore plus médiatiser. Et en fait, ces événements et ces évolutions en matière de compétences correspondent en même temps, je dirais, à une évolution au sein de la société de ses préoccupations et de la manière avec laquelle le citoyen veut aujourd'hui vivre cette relation avec la nature. Donc l'Agence française pour la biodiversité a développé à partir de 2019 un programme national général qui s'appelle « Engagé pour la nature » et qui va se décliner en ciblant 3 types d'acteurs que l'on considère centraux dans la transformation qui est à opérer sur le rôle de la nature dans nos sociétés. Donc un premier qui s'appelle « Territoire engagé pour la nature » et qui a été lancé en Nouvelle-Aquitaine le 24 septembre à l'occasion des Assises régionales de la biodiversité.
Un deuxième dispositif, entreprise engagée pour la nature, sur laquelle je ferai un tout petit zoom. Et puis un troisième, partenaire engagé pour la nature. Et cet après-midi, nous avons la chance d'avoir deux représentants du dispositif entreprise engagée pour la nature avec les vignerons du Buzet, et puis partenaire engagé pour la nature avec Respect Océan. Donc on a vraiment la chance d'avoir des démonstrateurs de cette initiative-là. Alors, entreprise engagée pour la nature, c'est considérer que le monde de l'entreprise est aussi bénéficiaire et dépendant des services écosystémiques, que ce soit depuis l'exploitation des ressources ou l'utilisation des ressources, parce qu'on a un mot qui est en train de glisser et de changer, dans la vie même de l'entreprise, à travers les salariés, qui exigent davantage de sens dans l'entreprise et un rapport au monde qui est beaucoup plus contextualisé, beaucoup plus précautionneux de l'environnement, et puis aussi les consommateurs, et je dirais tout le rôle de l'entreprise par rapport au reste du monde, où ce lien avec la préservation de l'environnement devient aussi un item important pour exister. Alors, comment on procède sur un dispositif tel qu'entreprise engagée pour la nature? Il y a 3 étapes. La première, l'entreprise va d'abord signer une forme d'engagement à travers 10 cadres de positionnement. Et elle a 1 an pour présenter un plan d'action qui va permettre d'illustrer de manière très concrète les actions qu'elle va mener. Et on demande que dans ce plan d'action-là, il y ait au moins une action qui soit structurellement orientée sur l'activité centrale de l'entreprise. C'est-à-dire qu'on puisse toucher à des éléments durs de la vie de l'entreprise. Et vous l'aurez compris, derrière ça, c'est aussi la volonté d'aller à contresens de ce qu'on appelle le greenwashing ou alors de ce qu'on appelle l'éco-blanchiment par ailleurs. Bon. Ensuite, une fois ce plan d'action élaboré, elle a 2 ans pour mettre en œuvre ces actions-là. Et au bout de 2 ans, elle est évaluée sur les résultats. Donc elle présente un dispositif de bilan qui permet de valider la bonne mise en œuvre de ces actions-là. Et donc c'est une reconnaissance qui trouve toute sa structuration naturelle dans la vie de l'entreprise. Et donc c'est aussi un élément aujourd'hui de marketing et de démonstration de l'engagement qui est important. Partenaire engagé pour la nature, c'est un petit peu le même dispositif, sauf que là c'est orienté vers les associations en particulier. Donc Aurélie Dubois pourra vous en parler. Et là, l'idée est la même, pas tout à fait le même processus, mais un plan d'action avec des actions qui sont suivies et qui sont aussi évaluées. Alors, je dirais ce dispositif engagé pour la nature, il va trouver sa traduction en Nouvelle-Aquitaine, et notamment à travers le partenariat que l'on veut aujourd'hui consolider avec, bien sûr, le Conseil régional, avec l'Agence régionale de la biodiversité, et puis aussi avec Soltena, parce que nous considérons que la Nouvelle-Aquitaine est à la fois un gisement d'entreprises qui, tout naturellement, de par leur activité, sans les cibler, mais il y a l'agroalimentaire, l'agriculture, il y a tous ces grands écosystèmes qui sont aujourd'hui investis dans leur activité par les entreprises. Et donc on considère qu'il y a un foyer très important de mobilisation et d'engagement de ces entreprises. Voilà, j'en ai fini, je passe la parole à Olivier. Merci Didier, donc bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Olivier Brousseau, chargé de mission au service biodiversité à la région Nouvelle-Aquitaine. Donc, comme en propos introductif, je voulais revenir sur quelques points déjà... Ah pardon, oui, me mettre là, merci. Déjà évoqué un peu par Didier, mais à l'échelle de la région. Donc il va sans dire que la Nouvelle-Aquitaine fait face également à l'érosion de la biodiversité. Didier parlait de crise écologique. C'est bien le cas en Nouvelle-Aquitaine et ça a été confirmé par des travaux scientifiques qui ont été conduits dès 2017 par un collectif de scientifiques et qui a rendu un rapport qui s'appelle Ecobiose qui fait le constat inquiétant de cette érosion de la biodiversité, mais qui met également en avant les services rendus par cette biodiversité, les services écosystémiques. Et face à ce constat, la région a élaboré, a adopté une feuille de route qui s'appelle Néoterra en 2019 et qui vise à accélérer la transition énergétique et écologique en Nouvelle-Aquitaine en impliquant le maximum d'acteurs, donc y compris des entreprises, mais aussi les citoyens, les établissements publics, les collectivités, les associations, etc., vers cette transition écologique. Et donc cette volonté politique de la région se traduit également par des dispositifs, alors par l'évolution de dispositifs existants, sachant que la région donc,
à la compétence développement économique, aide aux entreprises, mais est également, comme le disait Didier, de par les lois récentes, chef de file en matière de biodiversité. Donc, il apparaît naturel, quelque part, que nos dispositifs d'aide aux entreprises intègrent davantage les enjeux de préservation de la biodiversité. Donc, on a des dispositifs qui évoluent pour mieux prendre en compte ces enjeux de biodiversité, et on a également élaboré au moins un, pour l'instant, dispositif spécifique, donc via un appel à projet qui s'appelle Nature et Transition, et dont un volet est dédié aux entreprises, en fait, pour leur permettre de réaliser des aménagements favorables à la biodiversité sur leur site de production. On considère que ça peut être une porte d'entrée, déjà, un premier type d'action assez simple à mettre en œuvre sur les sites de production des entreprises, et ça peut aussi venir en complément d'autres démarches vertueuses comme la RSE, des démarches comme celle-là. Donc cet appel à projet s'adresse à l'ensemble des entreprises. Alors on a d'autres volets dans l'appel à projet qui s'adressent aussi aux collectivités, aux associations, aux organisations professionnelles également. Et donc on l'a lancé en 2020, cet appel à projet. On a quelques entreprises qui ont répondu. Donc vous verrez le témoignage de Ludovic Bertrand tout à l'heure. C'est un peu un ballon d'essai pour nous aussi, hein, cet appel à projet qui a amené à évoluer. Et c'est pour cette raison également qu'il nous a paru naturel, outre ces dispositifs portés en propre par la région, de s'engager dans une coopération avec l'OFB, avec la RB-NA également, et Soltena, de par leur mission, de par leurs compétences, pour engager des actions communes qui nous permettent collectivement de mieux répondre à la fois aux préoccupations des entreprises et aux enjeux de préservation de la biodiversité. Notre objectif, c'est vraiment de faire converger les objectifs, les attentes des uns et des autres, en mobilisant donc les dispositifs existants, mais aussi en mettant en œuvre des actions adaptées aux attentes des uns et des autres. D'où l'intérêt aussi d'échanger avec vous, avec les entreprises, sur des temps comme aujourd'hui, mais aussi dans le cadre d'autres programmes, réseaux, événements, pour avoir bien identifié les leviers d'action, les freins que nous pouvons rencontrer, et y répondre de la meilleure manière. Voilà, merci. Merci donc Didier et Olivier. Merci, on voit bien que les politiques publiques évoluent, hein, on voit bien qu'il y a des attentes en matière d'engagement pour la biodiversité. Ce que je vous propose maintenant, c'est donc d'échanger avec Karine Galante, des vignerons de Buzet. Karine, je vous donne un micro. Merci, voilà. Ça marche. Et alors, bonjour. On a quelques questions effectivement à vous poser, notamment, il a été évoqué donc, dans les dispositifs entreprises engagées pour la nature. Vous êtes notamment une entreprise engagée pour la nature, oui. mais pas que. Donc, oui. C'est vraiment l'occasion de vous entendre. Alors, donc vous êtes responsable de projet pour la coopérative Les Vignerons de Buzet, basée en Lot-et-Garonne. Est-ce que vous pouvez déjà nous présenter votre entreprise ? Alors, je mets la petite slide qui va bien, parce que j'en ai préparé une. Donc oui, effectivement, la coopérative des Vignerons de Buzet. Donc, c'est une coopérative qui se situe à 1h15 d'ici, donc vous pouvez venir nous voir quand vous voulez, puisqu'il n'y a pas de vin à déguster. Là, on m'a fait la remarque, il n'y a que de l'eau. Donc, si vous voulez boire du vin, vous pouvez, c'est à 1h15 d'ici. Ça changera un petit peu du Bordeaux. Donc, ça représente 150 viticulteurs adhérents, coopérateurs, et sur à peu près 2000 hectares. Donc, c'est aussi 80-90 salariés. Donc, c'est une coopérative qui a été créée au début des années 50, en fait, après-guerre, et qui a des petites particularités. C'est qu'en fait, cette coopérative a elle-même créé l'AOC Buzet. Donc, c'est peu courant. Souvent, c'est plutôt l'inverse. Et son autre particularité, du coup, c'est qu'elle représente 80% en fait de l'appellation, 95% pardon de l'appellation Buzet.
et qu'elle intègre, en fait, si vous voulez, au sein de cette coopérative, tous les métiers, en fait, de la production de raisins, en fait, avec nos adhérents, jusqu'à finalement la commercialisation, donc avec un service de commercialisation, un service marketing, tous les services supports, un service projet qui est là pour faire naître des projets, faire de l'innovation, de la recherche, du développement. Voilà, donc ça permet en fait de maîtriser toute la chaîne de valeur de l'entreprise. Voilà. Et alors sur le sujet qui nous réunit aujourd'hui, qu'est-ce qui a motivé en fait un engagement vers de la biodiversité au sein de votre entreprise? Alors, on est une entreprise agricole et en fait, on n'a pas vraiment le choix. On travaille avec le vivant. On travaille au contact de la nature tout le temps. Et donc, on voit tout de suite en fait les changements. Au-delà de vivre d'avoir une bonne qualité de vie quand on est en contact de la nature, on voit tout de suite les changements positifs comme négatifs. Et en fait, pour nous, c'est une question de pérennisation de notre métier, de notre activité, de préserver, voire même d'améliorer la biodiversité. Donc c'est une question qui a été évidente, surtout depuis une autre chose que j'ai pas dit finalement en présentant l'entreprise, c'est que depuis 2005, on est engagé dans la RSE, responsabilité sociétale des entreprises. C'est devenu vraiment quelque chose qui fait partie de nous, qui est intégré par tous les métiers de l'entreprise et les viticulteurs eux-mêmes dans la production de raisins, et à 360 vraiment dans l'entreprise jusqu'à l'éco-conception des bouteilles de vin en fait. Et donc naturellement la biodiversité, c'est un sujet qui nous a passionnés, qui a été très important pour nous, et très vite on a mis en place des choses dans le vignoble pour essayer d'améliorer la biodiversité, alors que ce soit celle du sol, puisque le sol c'est le substrat dans lequel pousse la vigne, et c'est très important d'avoir un sol sain et vivant si on veut avoir du bon raisin et du bon vin. La biodiversité bien sûr aérienne qui nous entoure, donc avec tout un tas de petites mises en œuvre qu'on a pu mettre petit à petit en œuvre dans notre vignoble, sachant qu'on a vraiment une politique en fait des petits pas comme on dit, donc c'est depuis 2005, donc ça fait quand même longtemps, et on a gardé cette constance et cette cohérence en fait dans nos actions, et chaque année on améliore nos cahiers des charges avec nos adhérents pour aller vers des modes de production de plus en plus respectueux. Peut-être pour qu'on comprenne bien les changements que vous avez évoqués, quels sont-ils, ces changements environnementaux qui aujourd'hui touchent votre activité? Alors, on a fait pas mal de choses, mais vu qu'il faut choisir un petit peu, parce que je ne vais pas rester là 3 heures, ça va effectivement de la mise en œuvre de couverts végétaux, par exemple, dans la vigne, de nichoirs, d'hébergement, de plantation de haies, de choses comme ça. Mais je voulais vous parler des projets un petit peu les plus récents et les plus fous qu'on a mis en œuvre dernièrement. Donc, par exemple, le vignoble expérimental qu'on a mis en œuvre, là, qu'on a planté en 2019. Donc, c'est un vignoble qui fait 17 hectares, donc qui est tout nouveau. Et sur ce vignoble, on va tester des solutions d'adaptation au changement climatique de la vigne. On se projette en fait dans le vignoble en 2050. Donc dans un climat qui est déjà subi largement par les viticulteurs, puisque ça fait déjà longtemps qu'on subit une aggravation de tout un tas de phénomènes climatiques et qui font que ça fait 5 ans qu'on n'a pas eu de vendange correcte en fait, puisqu'on a soit une grêle, soit un gel tardif, soit on se prend des chaleurs extrêmes pendant les vendanges, donc on a des raisins qui se dessèchent sur place. Les degrés alcooliques, n'en parlons pas, qui s'envolent. Donc, en fait, on a des cépages qui sont plus du tout adaptés au climat actuel. Et en 2050, ça sera encore pire, évidemment. Donc, en fait, on a fait tourner les modèles du GIEC sur notre vignoble et on a constaté que tout ça, ça allait s'aggraver, en fait, tout simplement. Et donc, on va tester l'innovation variétale et l'innovation culturelle. Donc, on va tester des vignobles méditerranéens, des cépages méditerranéens, et aussi des cépages résistants donc aux maladies communes de la vigne pour éviter d'utiliser des produits phytos. Et puis on va tester des pratiques agroécologiques et notamment l'agroforesterie. Donc on a planté plus de 1500 arbres dans ce vignoble, entre les rangs de vignes, et au sein même du rang de vigne, on a des arbres. Donc en fait des arbres qui sont taillés avec la vigne, des érables champêtres. Voilà, parce que les érables champêtres se plaisent bien avec les vignes. Donc voilà, on a travaillé avec tout un tas de partenaires et on a installé des capteurs, là, donc vous voyez, il y a mes collègues qui installent... Ah, on voit rien, en fait, quand je fais ça marche pas. Ouais, parce que c'est un écran, donc ça marche pas, c'est pas grave. On a installé des capteurs, là, dans notre vigne, donc qui nous permettent... On a établi tout un protocole expérimental
qui nous permet en fait de réaliser une très grosse étude sur les services écosystémiques de ce vignoble-là, en fonction des pratiques qu'on va mettre en œuvre, des pratiques viticoles, et de tout un tas de modalités, de différentes haies, de différentes façons de tailler la vigne, etc. Donc on va tester tout un tas de choses. Donc ça, c'est notre premier projet un petit peu fou. Donc évidemment, là-dessus, on travaille que sur des sols vivants, des sols couverts. Voilà, il y a plein de haies partout. On a créé aussi des zones humides, des noues, où on essaie de recréer de l'humidité pour redonner de la fraîcheur. Voilà. Donc on recrée tout un écosystème. Et une autre expérimentation un petit peu folle qu'on a commencé à faire, c'est la comptabilité triple capital. Donc on a utilisé, nous, le modèle CARE. Donc c'est un modèle qui a été développé par la chaire de comptabilité écologique AgroParisTech Paris-Dauphine, et aussi avec notre partenaire Vertigolab qui nous accompagne et qui fait l'intermédiaire aussi dans la mise en œuvre de cette expérimentation. Donc on a l'idée en fait derrière cette expérimentation, c'est de dire bon, si on veut changer effectivement notre façon de produire et même la façon dont toute la société fonctionne aujourd'hui, si on continue à se baser que sur des rapports financiers, ça fonctionnera, enfin, on ne changera jamais, parce que c'est les rapports financiers qui font foi dans toutes les décisions d'investissement, dans la bonne santé des entreprises, etc. Et on ne peut plus considérer qu'une entreprise est en bonne santé dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, et encore plus dans le monde dans lequel on va vivre dans le futur. On ne peut plus considérer la bonne santé d'une entreprise que sur son simple bilan financier. Et l'idée, en fait, c'est d'intégrer les capitaux environnementaux et aussi humains, sociaux, dans le bilan d'une entreprise. Et donc l'idée, c'est d'identifier des capitaux environnementaux qu'on utilise en exerçant notre métier. Donc nous, en tant que viticulteurs, on va utiliser un capital sol, on va utiliser un capital biodiversité, un capital climat, voilà, qu'on va en fait dégrader parce qu'on a une activité, qu'on utilise ça, donc on le dégrade. Et l'idée, en fait, c'est d'équilibrer ce capital qu'on a dégradé. Donc c'est de définir un bon seuil d'état écologique et d'essayer de quantifier en fait de combien on a dégradé finalement cet environnement en exerçant notre métier et comment on peut le compenser et voire même l'aggrader, enfin l'améliorer, quoi, régénérer, comme on dit, faire de l'agriculture régénérative. Donc c'est complètement expérimental, il y a d'autres entreprises aussi qui le testent, c'est un sujet, on pourrait faire 1 milliard de tests dessus parce que tout est sujet en fait à recherche scientifique. Quand on parle de seuil de bon état écologique, quand on parle d'identification de capitaux environnementaux, ça demande énormément de recherche et l'état de l'art est largement déficitaire sur ces recherches-là. Mais en tout cas, on a testé la méthodo, on a testé sur une petite surface de notre vignoble de 2 hectares. On n'est pas encore allé au bout de la méthodo, mais on continue, voilà, parce qu'on aimerait en fait, pouvoir quantifier tout ça, tout ce qu'on fait, et du coup, ça va nous permettre aussi d'arbitrer comment notre modèle, notre business model en fait va pouvoir, ou notre modèle d'entreprise, pardon, faut pas que j'utilise trop d'anglicisme, va pouvoir Je en pense fait, qu'on a compris pour la plupart. va pouvoir être le plus vertueux possible pour les écosystèmes, voilà. En termes de leviers que vous avez utilisés pour mettre en place ces actions, pour construire ces projets, est-ce que, et en lien avec l'introduction que nous avons entendue tout à l'heure, est-ce qu'il y a des leviers, des dispositifs qui vous ont aidé en fait, dans cette démarche ? Alors oui, alors c'est vrai que ça fait, nous on a de l'antériorité sur le sujet, hein, comme je disais, ça fait quand même très longtemps qu'on travaille sur la RSE, on a ces vignobles qui sont gérés en propre par la coopérative qui nous permettent en fait de tester plein de choses et petit à petit de le diffuser auprès de nos adhérents. Alors en faisant un petit peu ce modèle de l'exemple, en leur disant regardez, on a testé, là on a supprimé tout un tas de produits phytosanitaires, ça fonctionne bien, ça coûte pas plus cher, ça demande pas trop de travail, en tout cas c'est économiquement viable, donc allez-y, mettez-le en œuvre. Et c'est comme ça petit à petit en fait qu'au sein des 2000 hectares on progresse. Donc on a gardé ce cap tout le temps, on a vraiment cette constance, cette rigueur dans nos actions et cette cohérence. Et en 2005, c'est vrai, il n'y avait pas encore tant de dispositifs que ça, au début des années 2000. Et c'est vrai que ça s'est beaucoup développé ces derniers temps. Et voilà, c'est comme ça que ça nous a paru complètement naturel de rentrer dans le dispositif entreprise engagée pour la nature avec l'OFB. Parce que travailler main dans la main avec l'OFB, c'est hyper enrichissant. Il y a d'autres entreprises, on constitue un réseau d'entreprises qui sont engagées pour la nature. Il y a un échange de bonnes pratiques, un échange d'expériences. Et ça donne un cadre aussi méthodologique de suivi avec l'OFB qui est intéressant. Mais
voilà, on a plein de dispositifs avec l'OFB. L'OFB, on est aussi aire éducative, aire terrestre éducative dans le parc du château de Buzet. Enfin, voilà, on fait vraiment plein de choses comme ça, mais effectivement, c'est des dispositifs qui à la fois valorisent, donnent un cadre, établissent une relation avec voilà, des institutions comme l'OFB qui sont reconnues, donc c'est important pour nous. Et en termes d'adhésion par les collaborateurs avec qui vous travaillez, on sait que c'est un sujet qui est extrêmement important, qui tient à cœur à de plus en plus d'entreprises. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot là-dessus? Comment est-ce que ces actions, ces démarches, vraiment, on voit qu'il y a un vrai engagement là, pour la nature, comment elles sont perçues par les collaborateurs? Est-ce qu'il y a eu des étapes importantes pour susciter l'adhésion des collaborateurs? Alors oui, je pense que la plus grande c'était en 2005, mais j'étais pas là encore. J'étais petite encore en 2005. Mais auprès des collaborateurs, voilà, il y a eu cette première étape quand on a eu un changement de direction générale et avec vraiment cette volonté d'appliquer l'ISO 26000 dans la stratégie de l'entreprise et vraiment dans le mode de fonctionnement de l'entreprise. Après, ça s'est fait vraiment toujours dans cette continuité. Aujourd'hui, tous les salariés sont complètement ont intégré cette démarche-là. Enfin, on n'a pas de responsable RSE dans l'entreprise. Tout le monde est responsable RSE dans son cœur de métier. Donc, la responsable des achats a une politique d'achat responsable. Le directeur marketing a une grille d'éco-conception pour les bouteilles. Enfin, tout est vraiment intégré de façon horizontale. Après, on a notre population de viticulteurs, de viticulteurs gascons. Donc là, c'est une autre paire de manches. Mais on travaille avec eux aussi main dans la main. On a un service vigne qui est très important et qui fait justement tout l'accompagnement des viticulteurs dans ces démarches-là. On les intègre beaucoup dans nos expérimentations. Par exemple, là, le vignoble expérimental, c'est vraiment des choses dans lesquelles ils sont intégrés, ils sont intéressés. Ils proposent aussi des nouvelles expérimentations. Et donc, on a vraiment ce service vigne qui les accompagne dans ces démarches-là. Et on voit qu'ils se saisissent après, enfin, ça prend quoi. On voit qu'ils se saisissent de toutes ces questions parce que, ils sont, par exemple, vraiment sur la biodiversité. On a réalisé des inventaires faune-flore. On en a réalisé 2 ou 3 à 4 ans d'intervalle. Et en fait, on a pu montrer que, effectivement, le changement des pratiques viticoles améliorait ces inventaires, qu'on retrouvait certaines espèces, etc. On leur a donné un petit livret en fait, qui recensait toutes les espèces qu'il y avait dans la vigne et ils étaient hyper fiers en fait, de pouvoir dire « Ah bah oui, j'ai retrouvé telle espèce, ça faisait des années que je ne l'avais pas vue sur le vignoble. » Et de sentir qu'en fait, ils avaient un impact positif sur leur environnement. Donc ça, c'est vraiment des étapes qui ont été franchies. Et puis après, si je dois citer aussi une petite anecdote qui est assez marquante, c'est quand on a commencé, alors je ne sais pas, ça fait combien de temps, c'est pareil, je n'étais pas encore arrivée chez les vignerons de Buzet, ça fait que 3 ans que j'y suis, mais quand on a commencé à mettre en place les couverts végétaux, ça donne un gros changement en fait, dans les paysages, finalement, parce qu'on laisse pousser des trucs, n'importe quoi, des couverts végétaux, donc c'est quand même févrole, vesse, avoine, moutarde, donc c'est des engrais verts pour améliorer le sol, justement. Mais bon, la vigne, début des années 2010, c'est il y a beaucoup de glyphos, les sols sont bien ras, il y a des vignes bien droites, etc. Et quand on a commencé, nous, à expérimenter les couverts végétaux, donc à semer vraiment des engrais verts dans les rangs de vignes et à laisser pousser l'herbe, en fait, dans les tournières, dans les endroits où il n'y avait pas besoin d'enlever l'herbe, en fait, on a eu des chocs culturels un petit peu, des gens qui étaient un petit peu choqués en nous disant « Mais qu'est-ce qui se passe dans vos vignes? Vous les abandonnez vous vous occupez plus de vos vignes. » Il y a certains viticulteurs, il a fallu casser un peu des verrous culturels et psychologiques de changement visuel en fait, de la vigne. Et aujourd'hui, c'est complètement intégré dans les mœurs d'avoir des févroles qui poussent dans les vignes, de la vesse, des jolies fleurs justement. Et voilà, et ça c'est un peu des étapes marqueurs, des étapes intéressantes dans cette continuité-là. Merci pour ce témoignage. Bon, je ne doute pas que parmi les participants, il y a certainement des questions qui vont émerger. Je vous propose simplement d'attendre encore quelques minutes. On va écouter Ludovic Bertrand, du coup, qui ce matin a bien voulu en fait se prêter à l'exercice de la visioconférence enregistrée. Donc on va l'écouter en interview avec Valérie Houmeau de Soltena. Et puis ensuite, je vous propose d'ouvrir le débat à l'ensemble.
Alors, je vous laisse la régie lancer la vidéo. Monsieur Bertrand, bonjour. Merci d'avoir accepté de faire cette vidéo avec nous pour pouvoir maintenir votre témoignage sur cette séquence. Je vais du coup vous demander peut-être de vous présenter. Donc très rapidement, vous êtes directeur d'une entreprise que vous avez fondée en 1993. Elle est implantée dans la Vienne et elle se nomme Forte Impression. Est-ce que vous pouvez vous présenter et nous en dire plus sur cette entreprise? Alors effectivement, comme vous venez de l'évoquer, je suis dirigeant de cette structure depuis 1993. Après avoir eu une multitude d'agences, aujourd'hui on est sur un site industriel, dans une zone artisanale sur la Technopole du Futuroscope, un site d'environ 4000 m² de terrain avec un outil industriel implanté sur 1000 m². On est spécialisé dans tout ce qui touche à l'impression numérique et à la communication visuelle, avec une multitude de produits, display, impression sur textile, impression sur papier. Enfin, on imprime tout ce qui peut s'imprimer. Notre slogan, c'est la couleur sous toutes ses formes. Voilà, donc sur tout support et tout format. Entreprise avec 12 collaborateurs, très peu de turnover. Enfin, j'évoquerai ça plus tard. Merci. Du coup, vous êtes ici parce que vous vous êtes engagé, vous êtes lauréat de l'appel à projet Nature et Transition. Qu'est-ce qui a motivé un engagement pour la biodiversité au sein de votre entreprise? Alors d'abord, je pense que c'est un engagement personnel, quelque chose qui me tient à cœur. Je pense que ça fait partie de mon ADN, mon éducation. Et puis en tant que dirigeant, je pense qu'on doit avoir le sens des responsabilités. Pour ma part, je travaille sur 4 axes, l'axe sociétal, social, économique et environnemental, et j'essaie de partager ça avec l'ensemble de mes collaborateurs. Il se trouve qu'en tant qu'imprimeur, on a un impact direct sur la planète, probablement sur la biodiversité, et j'estime qu'on doit avoir un juste équilibre et essayer de voir ce qu'on peut faire à notre niveau. Du coup, depuis 1998, je suis labellisé Imprime Vert. C'est un label qui permet finalement d'accompagner les imprimeurs, enfin tous ceux qui touchent à l'impression. Voilà, donc on a appris avec le label sur le traitement de nos déchets, sur le type d'impression, sur la provenance de nos papiers, la gestion de nos électricités, la gestion de nos produits dangereux, etc. Et puis l'impact qu'on peut avoir donc sur la planète. Et parallèlement à ça, effectivement, on a fait un appel à projet en 2020 avec la région Nouvelle-Aquitaine autour de nature et transition. Et moi, je trouvais que c'était intéressant. On avait un grand jardin en friche, plus de 2000 m², sur lequel il y avait déjà du végétal et de l'animal. Et j'avais 2 possibilités, soit de faire construire et de faire du locatif, soit de laisser la nature s'exprimer au sein d'une zone artisanale. Et c'est ce deuxième choix que j'ai fait avec l'ensemble de mes collaborateurs. Et donc, on a porté le projet tous ensemble. Tout le monde était participatif sur différentes thématiques. Merci. Quelle forme elle prend aujourd'hui, quelle forme prend l'engagement de votre entreprise aujourd'hui? En quoi ça consiste concrètement? D'abord, c'est impliquer toutes les parties prenantes, que ce soit les salariés, les clients ou les fournisseurs, puisque finalement, quand on arrive sur notre site, ce qu'on observe, c'est un jardin avec de la permaculture. C'est assez surprenant sur une zone artisanale. On a des ruches, on a un bassin à poissons, une cabane en bois, des poules. Donc, si vous voulez, sur un site industriel avec finalement une activité privée et professionnelle, d'avoir ce type d'environnement est assez surprenant. Pourquoi on l'a fait? D'abord parce qu'il y a eu cet appel à projet, je trouve que c'était pertinent de ramener la nature au sein d'une zone artisanale, et puis de demander à mes collaborateurs, finalement, de passer des bons moments à l'extérieur sur leur temps de travail. Donc, ils ont été formés notamment à l'apiculture avec un professionnel sur 2 jours. On a 4 ruches aujourd'hui. Ils ont été formés à la permaculture, ça c'est tous les mois, donc très régulièrement on a accompagné sur l'étude des sols, comment ça germe, comment ça fleurit, comment on réutilise la nature pour la réintégrer dans l'esprit de la permaculture. Ça va être les poules, ça va être c'est tout un espace, et ça sur leur temps de travail. Donc moi je m'accorde à dire que les collaborateurs
peuvent passer aussi des bons moments à l'entreprise, et puis leur temps de pause, plutôt d'être sur leur téléphone portable ou rester à l'intérieur, et bien, on a la possibilité de sortir. Donc ça, c'est pour les salariés, mais ça l'est aussi pour les clients et les fournisseurs. Ça montre aussi, on n'est pas donneur d'exemple, mais en tous les cas, on fait notre part, et j'aime bien l'exprimer et le montrer. Donc, quand on offre un pot de miel à nos clients, ou quand on fait visiter le jardin, on a un parcours pédagogique autour de ce qu'on a pu réaliser. C'est participatif. Je pense qu'il y a un aspect social, pas des moindres, dans la culture de l'entreprise, et voilà ce qu'on est venu chercher. De la pédagogie, et finalement, peut-être aussi démontrer par l'exemple qu'on peut faire à notre niveau des choses qui peuvent être pertinentes. On a des lapins, on a des papillons, on a des oiseaux, et finalement, on a fait place un peu plus à la nature qu'au béton, quoi. Merci. Quel levier est-ce que vous avez utilisé ou est-ce que vous utilisez pour construire ce projet, en fait? Alors d'abord un levier économique, parce que ça a toujours un coût, mais finalement on se dit que si tout le monde est impliqué, on crée du bien-être dans l'entreprise. Enfin, moi, c'est ce levier-là qui est un levier social qui est pour moi important, c'est l'engagement finalement de toutes les parties. On ne l'aurait pas fait de la même manière si on n'avait pas été lauréat de cet appel à projet. Mais quand bien même, de toute façon, j'avais pris l'engagement de laisser ce terrain dans son état, hein, voilà. Et puis, on est accompagné, donc c'est pas neutre. On est accompagné et puis on essaye de transmettre, voilà, en communiquant. Merci. Pour terminer, comment est-ce que les actions que vous portez, elles sont perçues par vos collaborateurs? Est-ce qu'il y a eu des étapes importantes dans l'adhésion de ces collaborateurs? Dès la genèse du projet, en fait, ça c'est mon mode de fonctionnement, hein. Moi, je reverse 30% des résultats économiques à mes salariés. Je suis à la disposition des collaborateurs. J'ai pas de bureau, donc vous voyez, on est plutôt dans un esprit entreprise libérée. C'est mon mode de fonctionnement. Et je pense que ça fait partie aussi de la culture de l'entreprise et finalement de ce que les jeunes peuvent donner. Moi, j'ai tendance à dire qu'il faut donner du sens à ce qu'on fait. Et pas que de l'économie, pas que de l'argent, pas que du numéraire, mais on a beaucoup d'autres choses à apporter, que ce soit aux clients ou à nos collaborateurs. Donc aujourd'hui, dès le départ, ils ont été participatifs. Il y a eu tout un tas de thématiques. Voilà, les poulaillers, la permaculture, les plantes médicinales, l'étude du sol, les ruches, l'entretien des espaces verts, la récupération des eaux de pluie, la cabane. On a même été poussé jusqu'à faire un petit terrain de pétanque. Enfin, vous voyez, les poissons. Moi, je suis adepte de carp koi. J'ai ramené des poissons rouges pour le moment dans le bassin, avec tout un tas de plantes aquatiques. Donc, d'abord, c'est la soif d'apprendre, je pense. La soif d'être bien. Et pour moi, finalement, de la nature au sein d'une entreprise, c'est super ressourçant. C'est super ressourçant. Là, il fait effectivement dans une période un peu d'automne, et les salariés sortent, voilà, et profitent finalement de l'extérieur pour passer un bon moment. Et puis, je vous passe sur les périodes où il y a un grand soleil, où là, tout le monde prend du plaisir à finalement visualiser ce sur quoi ils se sont investis, quoi. Voilà. Merci beaucoup, hein, encore une fois à Valérie qui est avec nous, d'avoir bien voulu se prêter à l'exercice, et ça nous permet d'être quand même un peu avec Ludovic avec nous. Et alors, on a entendu, c'est intéressant parce qu'on a là deux entreprises très différentes de par leur activité. On a une entreprise qui, par son activité de production, touche directement effectivement la question en fait de la relation aux écosystèmes, à la vie du sol, etc. Ensuite, on a écouté Forte Impression où on voit qu'en fait, peut-être il y a moins cette relation directe en extérieur, mais pour autant, il y a cet espace en fait qui est là autour de l'entreprise et qui pourrait suivre une vocation, comme ça a été le cas de beaucoup de ces espaces, hein, sur le site du Technopôle du Futuroscope. Et Ludovic Bertrand dit, pour lui, c'était pertinent de ramener la nature sur une zone artisanale. Donc, dans deux entreprises très différentes, et pourtant, elles se retrouvent effectivement sur cet engagement autour de la nature.
Moi, je retiens notamment ce volet social en fait que décrit Ludovic Bertrand. On voit qu'en fait la question de l'engagement à la nature dépasse largement la question de la faune, la flore. Et pour lui, c'est vraiment une question de bien-être aussi des salariés au sein de l'entreprise. Est-ce que Madame Galante, c'est quelque chose aussi que vous constatez en fait au sein des vignerons de Buzet, ces efforts en fait réalisés autour de la nature, cette communication que vous faites auprès des collaborateurs, est-ce que c'est quelque chose qui vous renvoie en termes de satisfaction, de bien-être, quelque chose que vous observez aussi? Oui, bah c'est vraiment en fait tout à fait l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure quand on a vraiment ressenti de la fierté quand on leur montrait les résultats justement des bilans faune-flore qu'on avait fait, qui s'étaient améliorés en même temps qu'ils avaient amélioré en fait leur pratique viticole, avec cette réappropriation de tout un tas de connaissances sur la faune et la flore, et notamment la flore qu'ils ont pu retrouver dans leur vignoble, et la prise d'initiative de beaucoup de viticulteurs en fait d'eux-mêmes. C'est vrai qu'on a la coopérative un fort impulse en fait sur les viticulteurs avec un cahier des charges, avec voilà des projets, etc. Mais de même aussi certains qui entretiennent des haies, qui vont installer des nichoirs, des hôtels à insectes, etc. Donc et aussi alors une des particularités que j'ai pas données dans le Lot-et-Garonne, c'est que c'est un département très agricole avec beaucoup de polyculture, et les viticulteurs, c'est pas comme ici à Bordeaux, sont polyculteurs. Donc ils ont aussi des arbres, il y a de l'arboriculture et du maraîchage, de la semence. Et en fait, ce qu'on a pu, les améliorations du cahier des charges qu'on a pu justement leur donner, qu'ils ont mis en place en fait dans leur vigne, ont pu chez certains se mettre en place aussi sur leurs autres ateliers viticoles, sur leurs autres ateliers agricoles, pardon. Donc sur de l'arbo notamment, où il y a une forte, c'est un petit peu pareil que la vigne, il y a des similitudes, et donc du coup c'est là qu'on s'est rendu compte qu'en fait ils s'étaient vraiment approprié cette problématique-là. Merci. Alors, je vais donner la parole à la salle. Est-ce que ces deux interventions, peut-être font-elles écho à certaines des situations que vous vivez? On n'a pas trop développé les difficultés qui peuvent être rencontrées concrètement au sein des entreprises qui veulent agir. Vous pouvez aussi partager les difficultés que vous rencontrez, poser toutes vos questions. Ça peut être sur les dispositifs aussi, puisqu'on a la chance d'avoir l'OFB, la région avec nous. Voilà, je vous laisse la parole et puis on rebondit sur la base en fait de vos réactions. Est-ce qu'il y a une question qui se lance? Moi, je suis Sylvie Masquelier, je travaille pour une société Inoculum Plus. On vend des biostimulants à base de mycorhizes. Et donc, ma question, c'était, parce que là, vous faites donc des bilans faune et flore pour vos différentes démarches. Est-ce que vous étudiez aussi la diversité dans le sol? Oui. Alors notamment sur ce vignoble expérimental que je présentais tout à l'heure, là. Je ne vais pas changer la slide, mais... il y a certains pieds de vigne aussi qu'on a plantés justement en inoculant de la mycorhize, des choses comme ça. On a aussi fait des analyses de sol, du microbiote en fait du sol, donc vraiment de toute la vie microbienne qu'il y avait dans le sol. Et on va les poursuivre en fait d'année en année parce que là le vignoble est encore tout jeune, c'est des pieds de vigne qui ont 2 ans, des arbres qui ont 1 an. Donc c'est quelque chose qu'on est vraiment attaché à suivre, et notamment l'évolution des populations microbiennes en fonction des pratiques qu'on aura pu mettre en place sur le sol, sur le lien. On veut beaucoup étudier le lien arbre et vigne au niveau racinaire, au niveau du système racinaire, au niveau de tout ce que ça peut favoriser en termes de mycorhizes et tout ça. Donc ça c'est quelque chose qu'on suit avec attention. D'accord, merci. Est-ce qu'il y a une autre question? Alors, je précise que s'il y a une question qui concerne plus spécifiquement le projet de Ludovic Bertrand, alors il n'est pas avec nous, mais nous avons la chance d'avoir Olivier Brousseau de la région qui connaît le dossier, puisque, comme vous l'avez entendu, forte impression est lauréat donc, de l'appel à projet Nature et Transition. Donc, sans vouloir mettre la pression à Olivier, mais bon, si vous avez des questions, posez-les quand même, on essaiera d'y répondre.
Bonjour, je suis Franck Babillon, je suis consultant en achat responsable. Par curiosité, je voulais savoir si les nouvelles pratiques que vous avez mises en place, l'ensemencement là, des herbes, etc., l'apport de biodiversité, vous pouviez le corréler à des rendements qui sont soit supérieurs ou inférieurs. Est-ce que vous mesurez l'influence, je veux dire, de ces nouvelles pratiques sur l'utilisation, la réduction, par exemple, d'engrais ou de phytosanitaires et l'influence que ça peut avoir sur la résilience, on va dire, de la vigne. Je ne sais pas si ma question est claire. Ok. Est-ce que vous mesurez des services écosystémiques associés à des changements de pratiques? Alors tout ça, c'est très bien suivi par mes collègues du service vigne qui seraient plus aptes à répondre que moi à cette question. Mais en fait, dès qu'on teste quelque chose, on essaie toujours de faire une étude un petit peu globale. Donc par exemple, les couverts végétaux, on passe du temps à préparer le sol, enfin on travaille le sol un tout petit peu pour faire un lit de semences, il y a du semis qui est fait juste après les vendanges, donc ça demande du travail supplémentaire, on le quantifie, pour faire une étude globale par rapport à la version itinéraire technique sans couverts végétaux. Ça c'est vraiment le travail que font mes collègues du service vigne. Et après, effectivement, on fait régulièrement des analyses de sol, etc. On a supprimé beaucoup de produits phyto en fait, en changeant nos pratiques, en analysant en fait, un scénario avec produits phyto et sans produits phyto. C'est ce qu'on a fait aussi sur les engrais. On utilise 100% d'engrais organiques. On a arrêté les engrais de synthèse. Et donc voilà, donc ça c'est une étude qui a été faite aussi. Et on a prouvé qu'en fait, en utilisant des engrais organiques, naturels, on améliorait le sol sur le volet physique, chimique et biologique, et pas que juste avec un apport chimique d'un engrais de synthèse. Voilà. Donc tout ça, voilà, c'est très bien suivi par le service vigne de la cave coopérative. Et puis après, sur le vignoble expérimental, on va encore plus loin, où là on a vraiment une étude où on a 40 indicateurs qu'on suit sur le vignoble, qui caractérisent eux-mêmes 19 services écosystémiques qu'on a identifiés dans ces grandes familles, donc eau, climat, sol, économie aussi, parce qu'il faut que ça soit rentable, sinon ça passera pas à l'échelle. Et donc on a à la fois des indicateurs qui sont mesurés en temps réel parce qu'on a des capteurs, à la fois des indicateurs, ça va être à un instant T, on va aller faire une analyse de sol, on va aller faire un inventaire faune-flore. Enfin voilà, donc on va encore plus loin là sur le vignoble expérimental. Est-ce qu'il y a une autre question? Moi, j'avais une question par rapport à la comptabilité écologique. Oui. J'aimerais bien en savoir un peu plus sur la démarche, mais je pense que ça prendrait du temps, donc on verra peut-être ça après. Est-ce que ça vous a fait réorienter certaines actions dans l'entreprise? Alors, pas encore, parce qu'on n'a pas poussé suffisamment l'expérimentation assez loin. On n'a pas été déjà jusqu'au bout de l'expérimentation, c'est-à-dire que le livrable final serait d'avoir un bilan à la fois financier, mais aussi environnemental et social. Et ça, on l'a pas. On n'a pas ce livrable, même sur le petit périmètre des 2 hectares et quelques qu'on a étudié. On a été jusqu'à identifier les capitaux et les mesures de préservation qu'on peut faire. Donc on n'a pas en fait mis d'euros derrière les capitaux environnementaux. C'est une étape un petit peu délicate, etc. Mais on a l'ambition d'élargir déjà le périmètre d'études, pas que rester sur 2 hectares, d'aller un petit peu plus loin. Donc ça ne nous a pas encore fait remettre en question notre modèle d'entreprise. Néanmoins, ça nous a fait vraiment juste le fait de faire l'expérience et de réfléchir en fait à qu'est-ce qu'on prenait en compte comme capital environnemental, c'est-à-dire est-ce que ça on le compte, ça nous faisait finalement réfléchir à quel était finalement l'objet de notre entreprise, quel est son objet. Et là, ça rejoint alors d'autres réflexions sur l'entreprise à mission, la loi Pacte, l'entreprise contributive, etc., où il y a finalement, ça ne se limite plus qu'à l'aspect simplement lucratif là en l'occurrence de produire du raisin et de le transformer en vin et de le vendre. Et ça va bien au-delà. Et donc c'est vrai que nous on est là-dedans, mais on ne l'a pas encore écrit, on ne l'a pas encore formalisé. Mais en faisant cet exercice, on a vraiment senti que voilà, il y a quelque chose, quoi. Et pareil, alors en plus sur le volet social qu'on n'a pas du tout encore exploré,
de la comptabilité CARE, là, ça va encore plus loin. C'est-à-dire que, par exemple, on reçoit des étudiants, on reçoit des scolaires, on fait des animations. Est-ce qu'on le compte dans les capitaux sociaux? C'est-à-dire, le capital social, ça serait de compter aussi, quelque part, la valeur que l'entreprise donne à la société. Et donc, est-ce qu'on le compte? Oui, alors du coup, quel est vraiment le modèle économique de cette entreprise? Enfin, voilà. En fait, on s'est rendu compte vraiment que voilà, ça nous a fait, ça nous a fait beaucoup réfléchir. Et c'est pour ça qu'on a hâte en fait, de continuer l'expérimentation. Et je pense qu'un des livrables aussi de cette expérimentation, un des gros livrables, ça sera vraiment de formaliser, d'écrire ce modèle d'entreprise, cette mission d'entreprise qu'on se donne en fait, et qui va cadrer définitivement les capitaux qu'on prend en compte ou pas dans l'expérimentation. Mais c'est vrai qu'on peut aller très loin, quoi. Merci. Je vois alors une dernière question, et puis ensuite je donnerai la parole à Respect Océan. Merci. En fait, du coup, l'expérimentation donc, que vous avez mis en place, c'est une expérimentation, on va dire, sur fonds propres, avec donc une initiative vraiment de votre part, ou bien c'est dans le cadre, on va dire, d'un projet à durée limitée et au bout duquel vous allez faire un bilan global? Alors, c'est pas tout seul, c'est englobé dans une grosse plateforme de projet en fait, que je coordonne justement au sein des vignerons de Buzet. Et en l'occurrence, là, il y a une partie de cette démarche-là qui est dans le programme Vitiref, donc un programme régional justement pour aller vers une viticulture plus respectueuse dans l'environnement, avec vraiment des objectifs de réduction drastique des produits phyto, qui est un gros programme de 7 ans. Et donc les vignerons de Buzet, nous, on a des actions dans ce programme Vitiref. Et une partie du vignoble expérimental que vous avez vu est financée dans le cadre de ce programme, et une partie aussi de cette expérimentation est financée dans le cadre de ce programme. Et en fait, tout ça est étroitement... Enfin, il y a plein de liens qui se font dans tous ces projets qu'on fait. On en a encore d'autres, mais je vais pas pouvoir tous les détailler. Mais par exemple, là, le lien qu'on peut faire entre ce vignoble expérimental et cette expérimentation de comptabilité écologique, c'est finalement que dans notre protocole d'identification des services écosystémiques du vignoble, on a aussi CARE, l'expérimentation CARE va pouvoir nourrir le bilan financier finalement le bilan écologique, le bilan triple capital de ce vignoble expérimental. On va pouvoir dire, voilà, le bilan écologique de ce vignoble expérimental avec tous ces services écosystémiques, on va aussi pouvoir le quantifier. Et donc tout ça se nourrit parce que avec tous les indicateurs qu'on a sur le vignoble, on va pouvoir renforcer, avoir plus de robustesse sur CARE, parce que CARE donne un cadre, mais plus on a d'indicateurs, plus on a de valeurs, plus on mesure des trucs, etc., plus il est robuste. Et donc du coup, tout ça se nourrit mutuellement, et ça nourrit complètement aussi notre démarche d'essaimage de toutes ces nouvelles pratiques au sein de nos adhérents, puisque l'ambition vraiment qu'on a, c'est vraiment d'avoir une viticulture qui puisse se pérenniser en fait. On veut pérenniser notre activité. On sait qu'en 2050, comme on fait de la viticulture aujourd'hui, ça ne fonctionnera plus en fait. Donc en fait, notre objectif, c'est de pérenniser notre activité, de pérenniser une viticulture d'avoir une viticulture agroécologique. Alors l'ambition qu'on se donne, qui est toujours un peu folle, c'est vraiment d'aller vers un vignoble sans aucun traitement, quel qu'il soit, y compris bio. Parce qu'en bio, on a du cuivre et du soufre, et on ne pense pas que ça soit très bon pour les sols, et notamment la vie du sol. Donc une vigne finalement qui soit résiliente, qui soit naturellement résistante aux différentes maladies, aux différents agresseurs, auto-fertile parce que on régénère de la vie dans le sol, donc le sol finalement s'agrade avec de la matière organique, capte du CO2, etc. Et une vigne qui soit rentable, évidemment, une vigne qui soit rentable et qui soit adaptée au climat qui nous attend. Donc ça, c'est notre ambition un petit peu folle sur le vignoble, mais c'est notre cap. Voilà. Merci beaucoup. Vous partez pas tout de suite après la fin de la table ronde, parce que je pense qu'il y a d'autres questions encore qui pourraient vous être posées. Merci beaucoup. Y compris l'intervenante suivante. Alors, je vais donner la parole donc à Aurélie Dubois de Respect Océan. Vous allez nous présenter un programme biodiversité marine et économie. Merci. Merci. Alors, je vais récupérer. Vous avez peut-être la petite télécommande. Alors déjà, comment ça fonctionne comme Alors, je découvre avec vous. Essayez, on va voir. Voilà. C'est bon ?
Moi, je vais rester debout. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, moi, je vais vous présenter un programme biodiversité marine et économie porté par l'association Respect Océan. Donc, je vais aussi vous présenter un petit peu rapidement l'association Respect Océan. Mais avant ça, je voudrais, comme beaucoup d'intervenants depuis hier... Oui ? Ah, ok. Donc, comme beaucoup d'intervenants depuis hier, moi, je voudrais commencer par vous rappeler le lien qu'il y a entre l'eau, qui est la grande cause du WIS cette année, et l'eau de mer, puisqu'effectivement, toute l'eau sur Terre, aujourd'hui, vient de la mer, de l'océan primitif, y compris l'eau qui est dans nos organismes. Donc voilà, moi, je voulais vous inviter, toutes et tous, à protéger l'océan comme une personne de votre famille. Voilà. Donc, l'association Respect Océan, c'est une association qui a été fondée par une navigatrice et scientifique qui s'appelle Raffaella Le Gouvello. Et le but de notre association, c'est de fédérer les acteurs économiques et assimilés. Donc, on a aussi des associations au sein de Respect Océan qui portent des solutions, des innovations et des actions pour permettre un développement économique durable en lien avec la préservation de l'océan, justement. Donc, on a des représentants de nombreux secteurs d'activité. Ça va des cosmétiques à l'ingénierie écologique, à la restauration des littoraux. On a aussi du transport vélique. Enfin, on a tout un tas d'acteurs économiques aujourd'hui qui coexistent dans notre réseau et qui portent ensemble un message commun, qui est celle de concilier le développement économique avec la préservation de l'océan. Donc, on organise un certain nombre d'actions que je ne vais pas détailler aujourd'hui. Je vous invite à aller voir sur notre site si vous voulez plus de détails, puisqu'aujourd'hui, je suis venue vous présenter l'une des activités qu'on a mis en place et qui est notre nouveau programme Biodiversité marine et économie. Donc, je vais juste faire un petit focus sur, effectivement, donc ça, c'est une représentation graphique de notre réseau. Et ça, c'est la répartition thématique de nos adhérents. Donc, vous voyez, on a vraiment tous les secteurs d'activité qui sont représentés. Vous avez la liste de l'ensemble de ces membres sur notre site internet, donc, qui sont répartis sur 5 grandes thématiques. Donc, lutter contre les pollutions marines, donc la pollution plastique, mais pas uniquement. On a aussi les pollutions sonores, les pollutions aux hydrocarbures, etc. On a donc mettre en place une économie plus circulaire. On a des adhérents qui portent des projets d'économie circulaire. Contribuer à la réduction des changements climatiques, donc tout un tas de solutions, que ce soit transport à la voile, mais également d'autres solutions qui permettent d'aller dans cette direction-là. Renforcer les capacités des acteurs, ça va être notamment, je vais vous donner un exemple, l'aide au financement des aires marines protégées, donc ce genre d'acteurs, ou des fonds d'investissement qui travaillent en lien avec l'ODD 14. Et la dernière thématique, c'est effectivement celle qui va nous intéresser aujourd'hui, puisque c'est la préservation de la biodiversité marine. Voilà. Donc, les prochains événements, donc on a tout un tas d'activités. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on organise également un concours de pitch à destination des porteurs de solutions pour la préservation de l'océan. Donc, je vous invite à suivre ça si vous avez un projet en lien avec la préservation de l'océan. Les entretiens Mon entreprise et l'océan, j'y reviendrai après, puisque c'est intégré du coup au programme Biodiversité marine et économie. Des webinaires thématiques et d'autres rendez-vous. Donc, je vais passer du coup maintenant, après cette courte introduction sur qui est Respect Océan, au programme Biodiversité marine et économie, qui est accompagné par l'OFB dans le cadre de la démarche, effectivement, partenaire engagé pour la nature. Mais avant de vous expliquer avec les mots ce que c'est, je vous invite à découvrir une petite vidéo.
Donc voilà pour le résumé en vidéo du programme. Est-ce qu'on peut revenir à la présentation? Ah oui, voilà, merci. Donc, en détail, qu'est-ce que va être ce programme Biodiversité marine économie? Donc, depuis 4 ans que l'association existe, nous avons donc fédéré donc, des acteurs économiques qui portent des solutions, mais également un écosystème qui aujourd'hui a la volonté de mettre à disposition toutes ces connaissances pour entraîner les autres acteurs économiques dans la préservation de la biodiversité marine. On dialogue avec de nombreuses entreprises qui ne sont pas de notre écosystème et qui sont des entreprises plutôt terrestres et qui nous disent régulièrement moi, je ne suis pas une entreprise du maritime, mon activité n'a pas d'impact sur l'océan. Et en général, ce n'est pas tout à fait vrai. Donc nous, ce qu'on souhaite aujourd'hui, c'est transmettre toute cette connaissance, toute cette expertise qu'il y a au sein du réseau au reste du monde économique en permettant justement à l'ensemble des secteurs d'activité de prendre en compte, de mieux comprendre déjà les impacts de leurs activités sur l'océan, de mieux les intégrer à leur politique et du coup de travailler collectivement, sectoriellement, sur des guides à destination des secteurs d'activité pour que le reste du monde économique prenne mieux en compte ces impacts. Aujourd'hui, on a vraiment constaté un gap entre les entreprises qui préservent la biodiversité terrestre et celles qui s'occupent plutôt de la biodiversité marine. Nous, on souhaite créer une interface de dialogue entre ces deux écosystèmes-là et leur permettre de travailler ensemble sur des outils, des référentiels, des guides, et d'échanger ensemble, tout simplement, sur ce qui est possible de faire collectivement. Voilà, donc il y aura effectivement plusieurs groupes de travail thématiques qu'on est en train aujourd'hui de déterminer en faisant passer une série d'entretiens. On a fait passer une 50aine d'entretiens aujourd'hui auprès d'entreprises de tout secteur. Donc si vous représentez des entreprises ou que vous connaissez des entreprises qui souhaiteraient se prêter à l'exercice ou qui seraient intéressées, n'hésitez pas à nous contacter pour poursuivre justement cette réflexion et mieux définir les groupes de travail. Donc les groupes de travail opérationnels seront lancés courant 2022, puisque donc là nous sommes en phase de cadrage plutôt des groupes de travail. Donc c'est un programme qui est en construction. Et c'est effectivement un programme que nous avons décidé d'inscrire dans le cadre de la démarche partenaire engagée pour la nature, puisque ça nous semblait effectivement très pertinent d'avoir, comme le disait Madame, d'avoir l'expertise de l'Office français de la biodiversité, l'accompagnement, les retours d'expérience des autres partenaires engagés pour la nature. Donc ce programme s'inscrit aujourd'hui dans le cadre de cette reconnaissance partenaire engagé pour la nature et on en est ravis. Voilà. Donc, comme je vous le disais, nous avons lancé donc une série d'entretiens. Quel est le lien de mon entreprise avec l'océan? Donc on vous invite à toutes et tous à relayer cette information. Il n'y a pas d'obligation suite à cet entretien à participer au groupe de travail. Néanmoins, l'avis de toutes les entreprises est important pour nous aujourd'hui. Voilà, donc j'ai essayé d'être assez rapide pour laisser de la place à vos questions. Donc si vous en avez, n'hésitez pas. Merci pour votre intervention et cette belle vidéo. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Est-ce que vous aviez déjà entendu parler du programme? Alors, on vient juste de le lancer. Donc... Il vient juste d'être lancé. Bon, donc je ne suis pas le seul à le découvrir aussi. Oui, une question. Oui, je suis bénévole, Laurent Charles, je suis bénévole dans un club d'entreprise sur des questions justement de croissance, de développement durable en tout cas, et d'économie circulaire. Ma question, c'est quel est le lien entre ce projet et d'autres qui peuvent exister, notamment le cluster océan par exemple, le cluster océan, qui est régional, qui a été lancé il y a 2-3 ans. Au niveau de la région, alors je ne sais pas. Voilà.
Alors là, c'est plutôt une démarche nationale en plus. Hein. C'est vraiment une démarche nationale. Donc vraiment tout type d'entreprise en fait peut rejoindre les groupes thématiques que vous avez évoqués. Oui, alors on ne va pas lancer tous les groupes thématiques la même année, puisque Bien sûr, ouais. ça représente quand même un travail colossal. On est en train justement de déterminer les 4 groupes de travail qui vont être prioritaires, en lien aussi avec d'autres partenaires et d'autres acteurs de l'écosystème. Mais effectivement, ce qui est prévu au fur et à mesure, au fil des ans, en fonction de l'accompagnement qui sera trouvé, d'étoffer ces 4 premiers groupes de travail et de rajouter d'autres groupes en fonction de l'intérêt des écosystèmes et des entreprises. On a aujourd'hui une idée assez précise des 8 premiers, mais on est en train d'affiner tout ça aujourd'hui. D'accord. Bonjour. J'avais une question. Est-ce que vous agissez aussi, on va dire, un petit peu comme lanceur d'alerte, comme peut l'avoir été, je ne sais pas s'il le sent encore, Bloom. Parce que par exemple, j'ai eu des échos dans la région qui avaient des tests plutôt au large, pas d'éoliennes en mer, mais de béton, de sable, justement, qui peuvent détruire quand même, j'imagine, les sols. Est-ce que vous surveillez, est-ce que vous suivez ce type de projet ? Alors, on est effectivement en veille sur l'ensemble des informations effectivement du maritime et des impacts. Néanmoins, nous, on a vraiment choisi un positionnement de promotion des solutions, d'accompagnement de ces solutions. On n'est pas du tout sur le volet lanceur d'alerte. On considère qu'il y a d'autres acteurs qui mènent déjà ce genre d'action. Et nous, on a vraiment envie d'être plutôt dans l'accompagnement des entreprises, l'accompagnement bienveillant des entreprises. Voilà. Une question ? N'oubliez pas peut-être rapidement dire qui vous êtes. Oui, bonjour, je m'appelle Hélène Poyac, j'habite sur Bordeaux. Je voulais vous poser la question, en fait, vos groupes de travail vont être physiquement situés où ? Ça va être ils vont déployer un petit peu sur tous les littoraux ? Oui. Comment ça va se... Alors, on est en train de développer, je n'ai pas expliqué tous les détails, on est en train de développer un autre site internet qui sera une plateforme web qui hébergera tous les travaux du club et qui permettra justement une participation à distance de toutes les entreprises. Aujourd'hui, parmi les entreprises qui nous ont contactés, elles sont vraiment réparties partout en France et pas uniquement sur les littoraux parce que notre volonté, c'est vraiment de travailler avec tout type d'acteurs, pas uniquement celles qui sont basées, qui sont maritimes ou qui sont sur les littoraux. Donc, on a effectivement prévu d'outiller ce programme et ce club d'entreprises d'outils numériques. En plus, on considère que compte tenu du contexte depuis quelques années, pour qu'on puisse animer ce programme, quelle que soit la situation sanitaire, il nous semblait évident de déployer des outils plutôt numériques. Donc il y aura des réunions présentielles, effectivement, puisque c'est très important, mais nous avons vraiment décidé de développer une plateforme web qui sera la plateforme des membres du club avec un forum, un annuaire, les réunions du club, une veille réglementaire, des articles, des ressources, quelque chose de très complet qui permettra aux entreprises, soit lors des réunions, mais également en différé, de pouvoir accéder à toutes les connaissances dont elles ont besoin pour avancer dans leur démarche. Merci. Une dernière question. On peut prendre une dernière question et puis ensuite il y aura une petite conclusion de la part de Soltena et la RB et puis quelques mots sur justement l'ambition par la suite en termes d'accompagnement des entreprises dans notre région. Bonjour, Maxime Magneron, je travaille pour un cabinet d'études environnementales et je voulais savoir dans quelle mesure un cabinet d'études pouvait participer à votre programme, si vous cherchez vraiment que des entreprises qui sont industrielles et qui ont un impact sur la biodiversité, ou si vous cherchez aussi des bureaux d'études qui pouvaient proposer des solutions pour les océans. Alors, pour le moment, tout est ouvert puisque nous sommes vraiment dans une phase de préfiguration. Donc on étudie toutes les demandes. On a aussi des demandes d'universités qui souhaitent travailler avec nous, ou d'autres réseaux. On a vraiment aujourd'hui énormément de demandes qui émanent de différents types d'acteurs. Donc le plus simple, c'est contactez-nous et on a vraiment une équipe de consultants aujourd'hui qui est en train de nous aider à définir tout ça. Donc le plus simple, c'est contactez-nous et voyez avec nous ce qui est possible de faire ou pas.
Merci pour votre intervention. On va passer à la conclusion. Je vais donner la parole d'abord à Philippe Ruiz, administrateur à Soltena, qui va nous dire quelques mots sur les complémentarités entre les structures Soltena et RB, et la raison pour laquelle en fait, nous nous associons aujourd'hui sur la question de l'accompagnement des entreprises. Et puis ensuite, quelques mots de la part de mon co-directeur Christophe Albaran de l'agence, qui vous dira en fait les grands objectifs sur lesquels on part. On est au début d'une réflexion. Donc, soyez encore indulgents, je dirais, par rapport au projet qu'on vous présente, mais simplement vous dire que voilà, il y a une volonté et il y a un rapprochement, je dirais, au niveau des pouvoirs publics, notamment donc la région et l'OFB sur cette question, et puis de nos structures Soltena et ARB. Donc, Philippe Ruiz, c'est à vous. Merci Baptiste. Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, en tant qu'administrateur de Soltena en charge de la biodiversité, je remercie le World Impact Summit de nous avoir invités et donner l'occasion ainsi de préparer cette séquence avec nos partenaires de l'Agence régionale pour la biodiversité, donc la RB, la région Nouvelle-Aquitaine, ainsi que l'OFB. C'est quelque chose vraiment de très précieux. Je tiens aussi à remercier et à féliciter ceux qui sont intervenus, celles qui sont intervenues et celui qui est intervenu malheureusement aujourd'hui un peu à distance. Parce que j'ai trouvé vos témoignages vraiment très intéressants. Et surtout, je suis aussi directeur d'un bureau d'études environnementales, biodiversité. Et ce que vous avez pu dire, j'en pèse le poids et la portée. C'est vraiment très important que vous puissiez témoigner de vos démarches. On a pu voir des activités qui sont liées à la nature, d'autres qui potentiellement sont plus impactantes. Mais vos retours d'expérience sont marquants aussi bien parce qu'il les différencie que surtout parce qu'il les rapproche, c'est-à-dire une vision sociétale profondément humaine et engagée pour la nature. Pour moi, c'est vraiment le fil rouge de ces témoignages. Alors, au vu de ça, je ne pense pas beaucoup m'avancer en disant que l'engagement des entreprises en faveur de la biodiversité, ce n'est pas une option. Ce n'est plus une option, très clairement. Mais comme toujours, l'étape la plus difficile, c'est tout simplement de faire le premier pas, de gravir la première marche. C'est ça, en fait, le frein bien souvent. Et c'est pour accompagner les entreprises à l'échelle régionale que Soltena et l'ARB ont entamé une démarche commune, une réflexion commune avec les services de la région et de l'OFB. Ça veut dire quoi? Ça veut dire sensibiliser, provoquer le passage à l'acte, accompagner les projets, valoriser les réussites aussi. Et c'est en s'appuyant sur nos complémentarités, Soltena et ARB, que nous pouvons accompagner les entreprises. Alors ça se traduit comment? Ça se traduit en termes de complémentarité sur nos connaissances de la biodiversité, bien évidemment, mais aussi des entreprises. Notre savoir-faire en matière d'animation d'ateliers multi-acteurs ou le montage de projets, sur l'expérience de l'écosystème régional et de ses dispositifs, ou enfin de notre habitude de communication pour valoriser les bonnes pratiques à l'échelle régionale. Cette mission d'accompagnement, nous avons à cœur, bien sûr, d'accompagner les entreprises régionales de la région Nouvelle-Aquitaine. Pourquoi? Parce que, comme je vous le disais quelques instants, ça a valeur d'exemple. Et c'est ça aussi qui est très important, c'est l'effet d'entraînement. Il faut montrer que c'est possible. Ouais, mais je laisse après... Je suis volontairement très bref parce que je vais laisser la parole à Christophe Albaran, qui est co-directeur de l'ARB et qui va développer tous ces points avec vous. Merci. Merci Philippe. Bonsoir à toutes et tous. Donc, on a cet après-midi parlé biodiversité entreprise. Comme nos intervenants l'ont évoqué, ça n'arrive pas comme ça, une génération spontanée. C'est pour la plupart d'entre vous, la porte d'entrée est la RSE, le développement durable.
Donc notre écosystème, l'OFB, la région, Soltena et nous, on va se positionner par rapport à ce bel objectif entreprise et biodiversité comme des facilitateurs. C'est vraiment l'importance, le message le plus simple, c'est voilà, vous avez un aéropage de facilitateurs et on va répondre donc aux besoins des entreprises volontaires sur la prise en compte de la biodiversité, sans oublier pour certains, si besoin, de rappeler l'intérêt et le bien fondé de la biodiversité pour les entreprises. Forte impression a illustré, a donné un exemple très très sympa par rapport justement à l'attractivité, au bien-être des salariés. Souvent on peut se dire entreprise et biodiversité, est-ce que c'est pas un peu contre-intuitif? Non. Il y a plein de choses très sympas à mettre en œuvre. Et comme c'est sympa et que nous sommes des facilitateurs, pour répondre à vos besoins, on va travailler à vous apporter un certain nombre d'outils et de financement. Il a été question donc de l'appel à participation Nature et Transition qui, en plus de votre bonne volonté, va vous amener des moyens. Il y a des outils et des projets comme entreprises engagées. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Et puis pour que tout ceci, à l'échelle de notre belle région, qui je vous rappelle est la plus grande de métropole, pour que tout ceci prenne corps et vraiment une force d'entraînement, avec la Dream Team que vous avez vue cet après-midi, nous sommes en train d'élaborer une stratégie de mobilisation et d'accompagnement des entreprises. Et là, notre mission, je disais tout à l'heure facilitateur, notre mission, ça va être de faire le lien entre vous, les entreprises, les politiques publiques et de faire de la médiation, de la traduction. Tout ceci doit aboutir, comme ça a été évoqué tout au long de cette table ronde, tout ceci doit aboutir vraiment à la mise en place d'une stratégie régionale d'accompagnement pour que ça se pérennise et ça diffuse. Parce que c'est vous, les ambassadeurs. Quand on écoute Vignerons de Buzet, par exemple, on se dit, tiens, mais pourquoi pas nous? Voilà, donc cette logique, c'est vous, les entreprises, qui allez, avec notre soutien, être les ambassadeurs et aller donner envie à vos collègues entrepreneurs. Donc bienvenue dans ce grand projet de stratégie, et puis on reste naturellement à votre écoute pour répondre à vos questions. Merci Christophe, merci à toutes et tous. On m'a dit qu'on allait peut-être nous chasser de la salle, alors je suis désolé, je vous propose en fait éventuellement qu'on poursuive les discussions à l'issue en fait, de cette table ronde. Par contre, je vais laisser la place à la table ronde suivante parce que je sais que l'animatrice est déjà présente. Donc je vous remercie à toutes et tous pour votre attention, merci pour la qualité des échanges et puis je vous propose de poursuivre les échanges hors la salle. Merci.